Donc, je me présente, je suis Ange, je suis autiste Asperger, je suis un professeur d'université et surtout, depuis 3 ans, je suis le cofondateur d'une école qui s'appelle ESPTA, une école supérieure, c'est-à-dire post-bac, qui se trouve sur le campus de Paris-Cergy et qui, elle est complètement consacrée aux autistes. Nos étudiants ne sont que des autistes, tout ce qu'on appelle TSA niveau 1. On dit autiste Asperger parce qu'il y en a pas mal qui ont encore ça comme diagnostic. Mais voilà, c'est tous les TSA niveau 1. La particularité de notre école, c'est qu'elle a été créée par autistes Asperger pour les autistes Asperger. Et je vais vous faire en 2 minutes courte présentation d'école pour après parler de thématiques, c'est-à-dire la fatigue, plutôt la fatigabilité, comment on gère chez nous. On en a fait une matière à part entière dans notre enseignement. Alors, je vais essayer de partager alors. Non, on ne peut pas partager, alors je vais faire sans partage, aucun problème. Donc, écoutez, donc notre école a été créée il y a 3 ans. Donc, on a 15 élèves par année seulement. Hein. Ce sont en fait des autistes qui ont la plupart ont eu déjà des expériences dans les universités ou les autres grandes écoles dites ordinaires et ils n'ont pas pu supporter la charge cognitive par rapport à cela. Et donc, du coup, ils se sont retournés vers notre établissement. On a 2 cursus, un en informatique, puisque c'est très à la mode, et deuxième en littérature, puisque tous les autistes ne sont pas informaticiens, faut-il le préciser. Donc voilà. Et la particularité de notre cursus, que tout est adapté aux autistes. Aussi bien l'environnement dont on a parlé. On travaille par des petits groupes de 5 personnes. Les classes sont adaptées aussi bien au niveau physique, c'est-à-dire le type d'assise, que d'éclairage, que de bruit, et surtout que des possibilités justement à adapter ça aux besoins de chacun. Donc, c'est post-bac, c'est entre 18 et 30 ans la moyenne de personnes qui sont chez nous. Et des cours chez nous aussi sont limités dans le temps. Ce sont des cours de 45 minutes, suivis chaque fois d'une pause de 15 minutes pour permettre à chacun de récupérer. On a des salles de relaxation qu'on peut utiliser pour cela. Et aussi, l'autre particularité, c'est que du coup, on a des matières de ce qu'on appelle le savoir social. C'est un nom commun sur lequel on a réuni toutes les matières sur la connaissance sociale qu'on peut enseigner aux autistes. Donc, la plupart de nos professeurs sont autistes eux-mêmes, enfin la bonne moitié sont autistes eux-mêmes. 6 sur 12 de nos professeurs sont autistes. Parmi les autres, il y a 2 qui sont dans la neurodiversité sans être autistes. Il y en a 2 qui sont les parents d'autistes Asperger. Et il y en a après une psychologue, entre autres, qui donc, elle, tout en étant neurotypique, elle est quand même très liée au monde autistique, bien entendu, puisque c'est sa spécialité. Et donc, parmi les matières de savoir social qu'on enseigne, on a aussi ce qu'on appelle la gestion de la fatigabilité. Alors, particularité de cette matière, c'est qu'elle est enseignée par un autiste obligatoirement, hein, pour utiliser au maximum l'effet de paire aidance. C'est-à-dire déjà partage de sa propre expérience parce que étant professeur, on est passé par l'université et donc on a eu toutes ces difficultés, et même plus à notre époque que maintenant. Et du coup, aussi voir devant nous, parfois les jeunes, qui tout en étant diagnostiqués, n'ont pas beaucoup approfondi la connaissance de soi-même, c'est-à-dire la connaissance de ses limites de fatigue, entre autres. C'est pour ça que quand on enseigne la fatigabilité chez nous, on coupe ça en 4 périodes, disons en 4 trimestres, à peu près, comme ça. Au début, on cherche juste à apprendre à nos étudiants à apprécier à n'importe quel moment de la journée leur état de fatigabilité.
parce que certains ne savent même pas dire s'ils vont être bientôt fatigués ou pas, ou si au contraire ils sont en pleine forme, et la fatigue tombe un tout petit peu comme un couperet, d'une manière un peu qui est surprenante, voilà. Et du coup, on essaye de leur apprendre à penser déjà à ça et à pouvoir s'évoluer à n'importe quel moment. Pour cela, on utilise généralement de différentes méthodes. Ça peut être le célèbre système des cuillères que vous connaissez tous, mais ça peut être aussi des systèmes plus, comment dirais-je, plus geek, le système de la batterie de charge, comme la batterie de téléphone. Suis-je en ce moment à 60% de ma charge, à 90, à 50, etc. Et l'idée, c'est vraiment pouvoir, avec assez de précision, savoir se dire à n'importe quel moment de la journée où en sommes-nous avec notre fatigabilité. Est-ce qu'on est très fatigué, pas très fatigué? Est-ce qu'on a encore de l'énergie? Est-ce qu'on peut encore se fatiguer davantage ou pas? Ça prend la première période qui prend quand même pas mal de temps, un bon trimestre, parce que voilà, tout le monde est à un niveau différent par rapport à la réflexion à son propre diagnostic. Donc, certains ont beaucoup d'expérience, d'autres ont été diagnostiqués juste au lycée, donc ils ont 2-3 ans, si j'ose dire, de parcours autistique derrière eux. D'autres, au contraire, ont été diagnostiqués il y a déjà 10 ans, donc du coup, voilà, l'approche n'est pas toujours le même, mais l'idée, c'est quand même mettre tous un tout petit peu, savoir avoir la même appréciation de fatigue. Une fois qu'on a fait ça, on va réfléchir en deuxième temps sur le prix énergétique des activités qu'on utilise le plus souvent, des activités, combien ça nous coûtera suivre un cours de 45 minutes, combien ça nous coûtera appeler au téléphone le responsable de stage, combien ça nous coûtera ceci, combien ça nous coûtera cela, apprécier ces choses-là. Et une fois qu'on commence à apprécier des choses courantes, hein, bien entendu, il y a toujours des surprises, des choses qu'on ne connaît pas, mais des choses courantes. Voilà, si là, je suis en colocation, donc du coup, je rentre à pied, mais le week-end, je rentre chez moi et donc du coup, après lundi, je prends 2 heures, 3 heures de train de l'autre bout de Paris. Donc voilà, apprécier combien ça me coûterait. Donc lundi, forcément, en arrivant en classe, ma charge n'est pas la même que mardi quand je viens de ma colocation qui est à 5 minutes. Une fois qu'on a commencé à chacun a commencé à appréhender par rapport à ses capacités, bien sûr, ces événements les plus courants, en sachant qu'en parallèle, dans d'autres cours, ils apprennent aussi à se découvrir ce dont on a parlé, les hyper et hyposensibilités, on a parlé ce matin. Donc, des cas cherchent à découvrir, et certains découvrent en cours de l'année, au fait, leur certaine hypersensibilité. J'ai un exemple, un élève qui est un étudiant qui est au début fin de l'année, c'était celui qui réglait l'intensité de lumière dans la classe. Donc, en fait, il s'est découvert que, oui, bien sûr, étant jeune, il supportait facilement la journée avec les lumières agressives dans la classe, mais s'il pouvait régler l'intensité, bah, il était moins fatigué. Donc, on fait des découvres de cela qui sont liés à la fatigue. Et une fois qu'on a fait des découvres de ça, on a appris des prix des choses, disons ça comme ça, le coût énergétique des choses, on essaie de savoir apprécier si on peut accepter quelque chose par rapport à son état de fatigue en ce moment. C'est-à-dire que si à la fin de la journée, je dis à un étudiant, écoute, ça serait pas mal qu'on organise vendredi une réunion de BDE. Et il va dire, mais vendredi, j'ai 4 cours ou 5 cours. Alors, au bout de 5 cours, j'ai tant et tant, je serai à 50%, disons, je dis à peu près hein, les chiffres, à 50%. Est-ce que moi, par rapport en tant que le président de BDE, donc je serai obligé d'intervenir devant mes camarades, ça me engendrera une certaine fatigue. Est-ce que j'ai suffisamment de charge, disons ça comme ça, pour pouvoir assurer cet événement sans être épuisé après, complètement. Donc ça, c'est la deuxième période. Après cela, on va réfléchir aussi sur les moyens que chacun peut avoir, bon, certains sont pour tout, pour récupérer un tout petit peu d'énergie. Bien sûr, les moyens, on en a parlé, ça peut être bien sûr s'isoler, hein, c'est la manière, on a parlé par rapport au prix des casques, on a parlé de couverture lestée, on a parlé
la méditation qui très souvent peut être utilisée pour récupérer un tout petit peu d'énergie. Donc, chacun soit sensible à certaines choses, bien sûr, par rapport à ses propres hypersensibilités. Et donc, du coup, une fois qu'on a trouvé les moyens qui sont le plus alors, on m'a dit que le son, l'âge, peut-être baisser d'intensité de... Ou alors, je vais couper la vidéo et comme ça, il y aura le son plus clair. Comme ça, vous allez entendre mieux. Là, ça va? Vous entendez sans écho? Voilà. Donc, du coup, on va sans vidéo. C'est sans doute vidéo qui... Voilà. Et donc, pour dire qu'une fois qu'on a appris apprécier si on peut ou non accepter une telle chose, si on peut non par un tel moyen récupérer un peu d'énergie, on va chercher au 4e trimestre vraiment à planifier d'abord ses journées, sa journée, après sa semaine, après son mois, après tout ce qu'il nous reste, tout le trimestre, pour savoir comment on peut organiser et quelles actions on doit effectuer pour pouvoir accomplir certaines tâches, puisque à la fin de l'année, ils ont des stages. Et donc, forcément, les stages dans les entreprises, même si ce sont des entreprises aspire-réceptives, c'est comme ça, ce sont quand même des entreprises, donc du coup, ils donnent un certain nombre de tâches et il faut savoir se préparer à accomplir ces tâches d'une manière ou d'une autre. Donc, du coup, à s'adapter sa fatigabilité par rapport aux tâches accomplies et aussi par rapport à capacité de communiquer avec le responsable de stage pour dire, mais voilà, malheureusement, cette tâche-là, elle est beaucoup trop forte pour moi, je ne pourrais pas faire une seule journée, cela. Il faut me donner 2 journées pour que j'y arriverai ou voilà, des autres choses. Donc, une fois qu'on a appris, savoir à n'importe quel moment sa charge, savoir combien une certaine action peut vous coûter, savoir par quel moyen vous pouvez récupérer un peu d'action, en fait, on organise sa journée par rapport à cela. Je vous donne très simplement l'exemple. Par exemple, les cours de la fin de l'année, il y a en plus des cours ordinaires, il y a le stress des examens qui s'approchent. Donc, du coup, forcément, la charge est plus grande à cause de ce stress-là. Forcément, par rapport à cela, on va peut-être voir comment on peut profiter des pauses entre les cours de 15 minutes pour pouvoir récupérer un peu d'énergie. Je peux vous dire qu'on a un espace de relaxation où les gens viennent faire un peu de méditation et à la fin de l'année, la fréquentation augmente forcément puisqu'au fait, ils cherchent par ce moyen-là à récupérer un tout petit peu d'énergie par rapport à l'augmentation de stress. Voilà, ça c'est le parcours de la première année. On a fait ça depuis déjà donc 2 ans. À la première année, on a 2 premières années qui sont déjà passées. Et donc, le résultat est très positif. Le résultat vient des étudiants eux-mêmes. Le résultat est très positif par rapport au stage. Parce qu'au début de l'année, ils font un très court stage dans l'entreprise. Et du coup, souvent, c'est des stages où ils sentent eux-mêmes qu'ils ont du mal à supporter la charge de ce stage-là. C'est un stage qui est de 4 semaines seulement, à mi-temps. Mais à la fin de l'année, c'est-à-dire au bout d'avoir pris ces cours-là pendant une année, ils font un autre stage, beaucoup plus long, de 8 semaines. Et là, par contre, en utilisant ces pratiques-là, ils réussissent à faire ce stage assez facilement. Ils sont 10 tous, en plus, tout le monde a déjà fait des stages dans sa vie, au collège, au lycée, ou par là. Et donc, ils ont de l'expérience ou dans d'autres grandes écoles. Et le résultat, toujours, l'écho est toujours positif de la part des étudiants, disant que grâce à ces techniques qui semblent comme ça assez simples, mais il faut du temps pour les mettre en œuvre, on réussit, entre guillemets, davantage son stage. On s'adapte mieux aux conditions des stages. Encore une fois, je précise que ce sont des stages à mi-temps dans les entreprises qui sont coachées, qui sont aspect-réceptifs déjà par définition, mais souvent dans ces entreprises-là, c'est les chefs, les grands directeurs qui
qui sont ouvertes à la cause autistique parce qu'ils ont peut-être quelqu'un dans la famille, ou c'est souvent les approches personnelles, mais ce n'est pas avec le grand directeur qu'on travaille. Le stage, on passe avec les simples collaborateurs. Donc, nous, on prépare les équipes de ces entreprises-là. Donc, les conditions sont adoucies par rapport au stage ordinaire, si j'ose dire. Hein. Mais malgré cela, tous les étudiants nous donnent les retours positifs par rapport à donc un autre enseignement de la gestion de la fatigabilité. Il s'agit vraiment de leur apprendre à gérer, à utiliser au mieux leur énergie, à savoir voilà, par quels moyens ils peuvent récupérer un peu plus d'énergie pour pouvoir, au fait, suivre parce que, bien entendu, en tant que, comme n'importe quelle grande école, on a un certain nombre d'heures pour valider l'année académique, bien entendu, et ils réussissent à valider, tandis qu'avant, dans un enseignement ordinaire, ils n'arrivaient pas à aller au bout, la plupart ne sont pas allés au bout de la première année. Bon, ceci dit, moi-même ayant enseigné à l'université, je sais que pas mal d'endroits, surtout j'ai aussi enseigné dans les écoles supérieures privées, on cherchait, à mon époque en tout cas, plutôt à se débarrasser des gens qui n'étaient pas assez, disons, rapides, on appelait ça comme cela. Donc, du coup, beaucoup d'autistes tombaient dans ce domaine-là et donc, du coup, on essayait, après la première année, de s'en débarrasser directement ou indirectement. Donc, voilà. Par rapport à ce qu'on a parlé dans l'atelier qui a suivi la première intervention, donc c'était vers 11 heures, je pense, voilà, l'atelier. Donc, il y a pas mal de points en commun, c'est-à-dire, effectivement, il y a la réflexion sur ses propres sensibilités, il y a la réflexion sur sa propre fatigue, et au fait, on apprivoise en quelque sorte sa fatigabilité, et qui est distante chez chaque, déjà être humain, mais en plus chez chaque autiste, parce qu'elle est liée à tout ce qui peut aller avec l'autisme. Donc, on a des TDAH parmi les autistes, on a d'autres, comme on dit, comorbidités, j'aime pas ce mot du tout, mais voilà, mais qui poussent au fait à personnaliser au maximum cette gestion de fatigabilité. Voilà ma petite présentation, voilà ce que vous avez à vous dire. Si vous avez des questions, je serai ravi de répondre. Bonjour. Oui. Bonjour, oui, pardon. Vous m'entendez, oui. Je voudrais juste Oui. savoir si vous avez des supports théoriques que vous utilisez dans vos cours. Vous utilisez justement uniquement les feedbacks de vos professeurs qui sont déjà autistes sur la partie de la fatigabilité. Pardon. Donc, on a vraiment le support, on a travaillé ça, on a préparé le programme ensemble, la difficulté étant déjà, bien sûr, réunir les connaissances qui existent déjà. On s'est inspiré un tout petit peu de ce que se faisait au niveau d'études, en tout cas des propositions en Australie, au Québec. Et de notre côté, on a aussi les psychologues qui ont participé en dehors de connaissances de nos autistes, même si c'est eux qui préparaient la trame, qui pouvaient donner des touches, des retouches, et aussi de nous donner une certaine approbation en vue du rectorat, parce que le rectorat ne savait pas du tout comment appréhender cette matière qui n'existe pas par ailleurs. Donc voilà, il y a un programme écrit, un programme préalable, bien entendu. Merci. Oui, est-ce qu'on propose des cours à distance? Oui, au fait, quand je dis que nos classes dans nos années sont limitées à 15 élèves, c'est y compris ceux qui sont en distanciel. Alors, certains, on a eu l'année dernière une personne qui s'est inscrite à présentiel et n'a jamais pu suivre le cours en présentiel parce que un stress incroyable par rapport au déplacement en présence, et finalement, elle a suivi tous les cours en distanciel. C'est un peu plus compliqué, bien entendu, mais c'est tout à fait possible. Et en plus, en cours de l'année, il y a parfois des périodes, vous savez tous, la fin de l'année, au mois de novembre, on a un peu une baisse un tout petit peu comme de vitalité.
Donc, parfois, certains élèves peuvent demander passer temporairement en distanciel pour revenir après en présentiel. Parfois, ça peut être même après des événements très, très ponctuels. On a eu, ils étaient en colocation et la résidence a fait un entraînement incendie sans les prévenir. Et donc, il y en a eu deux, surtout un qui a vraiment été choqué par cette sirène et qui, du coup, pendant 2 jours, a suivi les cours en distanciel parce qu'il n'était pas suffisamment en forme pour venir en présentiel. Alors, technique particulière pour récupérer. Alors, oui, donc du coup, je vous ai parlé un tout petit peu de méditation de pleine conscience, mais aussi il y a des techniques plus tactiles, si j'ose dire, entre autres le do-in, qui est un massage, automassage issu du shiatsu et qui donne des résultats assez intéressants et qui est utilisé dans d'autres pays, dans des écoles, pas forcément des écoles qui travaillent avec les autistes, mais et qui donnent des résultats assez positifs. Après, donc, dans ces cas-là, on a en fait un maître shiatsu, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui vient, qui enseigne ce massage-là. Et après, le massage, on peut faire sur soi. On a également, c'est en attendant en état de projet, mais ça va se réaliser l'année prochaine, on va acquérir des cabines d'isolation sensorielle. Ce sont des cabines où on est assis, on ne flotte pas, on n'est pas couché, mais par contre, ça coupe complètement le son, les odeurs, les secousses, enfin, tout. Donc, c'est une cabine à sonoriser, à désodoriser, enfin voilà, couper de tout le monde. Ça permet aussi de faire les récupérations. Et après, bien entendu, chez nous, la particularité, c'est que pendant les cours, ils peuvent utiliser tous les moyens de stimulation qu'ils utilisent d'habitude, c'est-à-dire on a parlé des ballons, on a parlé des balles d'anti-stress, même des couvertures, ils peuvent les mettre pendant les cours. Contre-indication à la pratique bien sûr enseignée. Oui. Alors par rapport à méditation, ce n'est pas imposé, c'est une proposition. On a surtout certaines difficultés avec les autistes qui sont en plus les TDAH. Ils ont vraiment du mal à pratiquer la méditation de pleine conscience. Je ne parle pas de n'importe quelle méditation, la méditation de pleine conscience. Donc du coup, dans ces cas-là, bien entendu, on s'adapte à chacun. Donc voilà. Mais règle générale, ce qu'on remarque au bout de 2 ans d'expérience, c'est les TDAH ont un peu du mal, en tout cas les autistes TDAH ont un peu du mal avec la pleine conscience. Par contre, d'autres peuvent au contraire. Et on a l'exemple d'un élève qui avait beaucoup de, de tics de motricité et qui se sont abaissés au bout d'1 an, tout simplement à travers surtout de la méditation. Pour lui, c'était positif. Pour d'autres, ça peut être un peu moins. Voilà. Donc, après, bien entendu, nous, on est parti sur la première année au niveau de la méditation de la pleine conscience, c'est bien sûr les lignes génériques, hein, les lignes, on ne va pas passer 3 heures à méditer sur l'existence du monde, non. C'est vraiment des approches un peu plus grand public parce que la plupart n'ont jamais pratiqué de méditation, ne savent pas du tout. Et le but, c'est pour ceux à qui ça donne le résultat positif, qu'ils apprennent à pratiquer ça dans différents moments, y compris dans le transport. Ils ne prennent pas beaucoup de transport, mais pourquoi pas dans le transport, en marchant, en étant assis, etc. Alors, les séances de combien de temps? C'est toujours 45 minutes suivi d'une pause de 15 minutes. C'est toujours ça. C'est par contre, on a vu ça dans une école qui n'était pas post-bac en Allemagne et qui instaurait cela et c'était très, très positif au bout de… Ils ont beaucoup d'expérience, ils ont 15 ans déjà d'existence. Donc, du coup, voilà. Pour la méditation, non, ce sont des séances, la méditation, c'est surtout, ils profitent de ça pendant les pauses de 15 minutes, mais sinon, il y a des séances en dehors après le cours qui sont de 30 minutes.
Oui, bien, ce sont des. Oui, on me pose la question, je vais peut-être relire les questions parce que parfois on a du mal à suivre. J'ai déjà vu ça, moi aussi j'ai du mal à suivre quand ça défile très rapidement la discussion. On me pose la question sur les diplômes de notre école, sont-ils reconnus officiellement? Bien entendu, on fait partie du campus ça s'appelle CY Campus, campus international de Paris-Cergy où il y a 32 grandes écoles. On est au centre de ce campus-là. Ce sont des bachelors chez nous, des bachelors et en plus, pour ceux qui veulent continuer leurs études après, ils passent à l'université une équivalence. Ils peuvent, on n'a pas encore eu, mais ils peuvent passer l'équivalence licence pour pouvoir que bachelor soit égal à licence et passer donc du coup dans le cursus universitaire traditionnel. Ah, il y a quelqu'un qui ne tient que 5 minutes, c'est déjà trop. Ah oui, mais pendant ces 15 minutes, c'est à vous de savoir, il y a aussi, bien sûr, j'ai perdu le mot, régulation cardiaque, comment ça s'appelle, qui peut être La pratiquée. cohérence cardiaque. La cohérence, voilà, exactement. Merci, merci, merci. Donc, la cohérence cardiaque aussi qui peut se pratiquer. Donc, on présente et chacun essaie de trouver par rapport à ce qui fonctionne chez lui, par rapport comment dirais-je, à ceux qui donnent plus d'écho chez lui, les techniques par rapport à celles qu'on présente. On n'oblige pas tout le monde à faire la même technique. La cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est, vous savez que notre cerveau peut exercer, comment dirais-je, la prise sur beaucoup de nos choses, beaucoup de nos mouvements. Par exemple, je peux ordonner à ma main, tourner à droite, à gauche, etc., etc. Mais on ne peut pas ordonner à notre cœur de se battre plus rapidement ou moins rapidement. Alors, le seul moyen, c'est à travers la respiration. C'est-à-dire en donnant à une respiration un rythme prédéfini, on règle le rythme cardiaque à une certaine fréquence. Cette fréquence qui est plus reposante. Voilà, il y a plein d'applications pour les smartphones, mais pas seulement. Voilà, ça aide visuellement à suivre la cohérence cardiaque. J'ai une question, moi, c'est est-ce que Oui. vous comptez ouvrir sur d'autres formations par la suite ou vous comptez vous concentrer déjà sur ce que vous faites Tout à fait, on compte par la suite ouvrir sur d'autres formations. Par contre, bien entendu, et faisant voilà, partie d'un enseignement supérieur, c'est un travail très lent. On ne peut pas ouvrir comme ça le cursus facilement, c'est la préparation. Et en attendant, il n'y a pas encore de consensus quel serait le troisième cursus que pourrait s'ouvrir parce qu'il y a des demandes. Le but aussi pour nous que à la fin de bachelor, bien entendu, certains puissent continuer des études, mais d'autres qu'ils puissent commencer à travailler. On a des rapports particuliers avec des entreprises, les entreprises qui nous suivent, et donc du coup, forcément, on doit chercher les cursus, avec les applications possibles dans les endroits du marché où on est, disons ça, je prends toujours des guillemets, on est prêt à accueillir les autistes. Il n'y en a pas, bon, c'est pour ça qu'on a commencé par informatique, où ils sont très près, surtout multinationales, certaines qui ont déjà une pratique de cela dans leur maison mère, et donc les maisons françaises sont obligées de les suivre, donc ils s'ouvrent beaucoup plus à ça. Et donc, du coup, on cherche là où il y a les applications parce que les demandes, par exemple, apprendre sur la mathématique théorique ou la physique théorique, bon, c'est une bonne idée, c'est très passionnant, mais combien de physiciens théoriciens peut-on placer dans les universités? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, forcément, on choisit un tout petit peu les cursus qui donnent des applications directes et on peut trouver du travail. L'idée, c'est quand même avoir une indépendance, même si pour certains, ça peut être déjà le travail qu'à mi-temps hein, dès le début. Ça dépend en fait de leur niveau de fatigabilité, entre autres.
Alors, Et j'ai une question sur, comme vous oui, faites partie d'un assez énorme campus, est-ce qu'il y a un suivi, une adaptation, un accompagnement sur tout ce qui est activité extra-universitaire oui, tout à fait. Bah déjà, on se trouve au fait en face de l'ESSEC, mais on a une particularité, on a une petite passerelle qui permet d'entrer à partir de la rue et entrer directement vers le bâtiment où il y a donc nos cours. Donc, on peut traverser le grand parti du campus où il y a plein d'autres étudiants, mais on peut aussi passer par, disons, la petite porte, la porte latérale, c'est pas la petite, c'est juste une petite porte latérale. Et à travers ça, on propose à tous nos étudiants la colocation entre ASPI, qui est à 10 minutes du campus, enfin, en tout cas de notre campus, c'est à 10 minutes à pied. Et dans cette colocation, on a un coach, on a appelé ça coach de vie parce qu'il fallait bien donner un nom, qui permet justement à mettre en pratique certaines choses qu'ils apprennent dans le savoir social, mais aussi tout simplement, certains n'ont jamais quitté leurs parents de leur vie. Et bon, c'est un peu cliché, mais certains garçons ne savaient même pas préparer un œuf à plat. Donc voilà, c'est un peu cliché, mais ça marche aussi. Donc du coup, on a des appartements à part pour les filles, à part par les garçons, parce qu'on fait ça par nous-mêmes un partenariat avec la salle, la salle, et que eux, sur leur système, c'est avoir des appartements séparés pour les filles et les garçons. Après, bon, pour nous, il y a toujours la dérogation. On peut, si quelqu'un ne se sent ni les filles ni les garçons, choisir. On pourra faire, s'il y a suffisamment, un appartement non binaire, disons ça comme ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, non, c'est très bien. J'avais une autre question, si elle me revient. Oui. Je vais réfléchir. Au pire, s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question en attendant, parfait. Alors là, c'est en train d'écrire. Alors, c'est toujours pour la cohérence cardiaque. Oui, moi, je suis aussi assez adepte de la cohérence cardiaque, même si je me rappelle la première fois que j'ai fait le stage où on a parlé de cohérence cardiaque en prévision justement de l'ouverture de l'école. J'ai trouvé ça. Et finalement, avec la pratique, ça marche très bien. C'est bon, j'ai retrouvé ma question. Oui. Quelle est la place de la pérédance dans votre projet? Enfin, c'est pas un projet, c'est voilà. Oui, c'est déjà c'est plus que le projet puisqu'on est déjà dans la phase active. Mais c'est le début de l'école. On est entouré que des grandes écoles qui ont 50, voire 200 ans d'existence. Vous voyez, donc du coup, nous, avec nos 3 ans d'existence, on est le bébé. Le petit bébé parmi ces écoles-là. Et la pérédance prend énormément de place. C'est d'ailleurs déjà la chose primordiale. Même dans le conseil de l'école, là, d'une manière voulue, on a respecté la parité, c'est-à-dire la parité entre les autistes et les non-autistes présents. Et du coup, on a organisé aussi quelque chose qui était d'abord prévu que pour certains étudiants et qui, à partir de l'année de septembre qui arrive, ça sera pour tous les étudiants. C'est-à-dire que certains étudiants avaient du mal à faire le travail une fois rentrés chez eux. Et donc, du coup, on a adopté une DTP par paire et danse pour les faire après les cours dans l'établissement. Et donc là, la paire et danse joue un grand rôle, mais pas, comme je vous ai déjà dit, excusez-moi, la moitié des professeurs étant autistes eux-mêmes, on encourage qu'ils parlent de leur expérience aussi et qu'ils se posent sur ce qu'eux, ils ont vécu et comment ça se passe dans d'autres endroits. Enfin, ça se passait à notre époque, en tout cas. Quand je dis à notre époque, on est quand même la moitié des professeurs, c'est entre 40 et 50 ans. Hein, donc voilà, une certaine époque par rapport à l'autisme, une très, très ancienne époque.
Et les cours à distance sont sous quelle forme? Ah oui, bon, ça, c'est la présence en direct en travers visio au cours normal. C'est-à-dire, ils sont présents au même moment que les étudiants en présentiel. Et donc, c'est suivi au même moment. Le seul distance, c'est pour certains travaux pratiques où forcément, ils ont parfois, pour certaines choses, ils peuvent se mettre, même étant en distance, en binôme pour un travail pratique avec quelqu'un qui est en présentiel, mais c'est beaucoup plus compliqué. Techniquement, c'est possible. Donc, ce ne sont pas des cours préenregistrés qu'on suit quand on veut. Non, il y a aussi, on installe une certaine routine avec un calendrier fixe. Par exemple, le simple fait que le calendrier d'études chez nous dépend de la numéro de la semaine dans l'année et non pas des fêtes mobiles et des ponts et des surponts et de tout ce qu'on pratique généralement dans l'enseignement. Du coup, ça, pour certaines personnes, ça les calme beaucoup, ça les permet de voir. Moi, je suis pareil. Donc, pour moi, la planification est très importante en avance, de savoir qu'un tel jour, il y a un cours, qu'il pleuve, qu'il neige. Donc, du coup, c'est pour ça que les distanciels sont présents. On a aussi, l'année dernière, on a eu notre première étudiante en auditeur libre. C'est une personne qui s'est découverte il y a quelques années seulement, a été diagnostiquée. Après avoir eu son enfant diagnostiqué autisme, elle s'est posé des questions et finalement, elle a été diagnostiquée autiste. Donc, elle a 50 ans passés. Donc, du coup, ça ne l'intéressait pas de reprendre les études pour avoir un diplôme. Elle en a déjà ce qu'il faut. Et c'était surtout pour enfin se donner la possibilité d'apprendre ce que vous voulez apprendre. Donc, du coup, on a même la place pour les auditeurs libres. Et comment se passe justement la phase de recrutement au niveau des étudiants? Ça, c'est en attendant. Par contre, c'est pas suffisant. En fait, tous les étudiants qui s'inscrivent chez nous, la première chose qu'ils nous disent après, quand ils sont reçus, donc il y a l'intégration, ils disent, mais comment ça se fait qu'on n'a pas entendu avant parler de votre école? Parce qu'ils ont eu déjà des expériences et qui, dès le début, ils savaient que ça n'allait pas se passer. Certains ont eu vraiment leur bague de justesse par rapport au stress, je parle là, pas par rapport aux connaissances, par rapport au stress. Et du coup, on a, disons qu'au début, on a pensé naïvement, comment dirais-je, s'adosser sur ce qui existe déjà, à savoir les différentes commissions interministérielles sur l'autisme, etc., ou sur les associations, mais on s'est rendu bien rapidement compte que beaucoup d'associations ne jouaient pas du tout le rôle pour nous faire connaître auprès de leur public. Certains même nous regardaient d'un œil un peu étrange, jaloux, disons ça comme ça, parce que peut-être, je ne sais pas. En fait, c'était très, vous connaissez le monde d'associations autistiques, en particulier sur Paris, il y a de tout. Il y a à boire et à manger, comme on dit, hein. Et donc, ça n'a pas marché. Donc, c'était notre première. Et à partir de deuxième année d'existence, on s'est plutôt appuyé sur les psychologues libéraux qui sont de plus en plus sollicités pour les diagnostics, parce que, voilà, spécialisés en autisme, bien entendu. Et c'est à travers eux, généralement, qu'on, comme vous dites, recrute, si on se dit. Et ça nous manque un investisseur qui pourrait nous payer un passage publicitaire sur TF1, ça nous manque énormément. Donc, s'il y a quelqu'un volontaire pour nous payer, je ne sais plus combien, je crois que c'est 25 000 € pour passer à la télé, aucun problème. Donc, voilà, on passe à travers surtout ces moyens-là. En attendant, on est, par exemple, cette année-là, on n'était pas inscrit dans le Parcoursup parce qu'ils ne savaient pas comment nous y inscrire par rapport à la spécificité. C'est que nous n'acceptons que des TSA. On n'accepte pas des non-TSA parce que la manière d'enseigner est un peu différente chez nous. Il y a pas mal de choses par exemple, chez nous, il n'y a pas de cours magistraux du tout. Vous savez, les célèbres cours où vous êtes dans un amphithéâtre de 300 personnes et le prof, elle parle pendant 3 heures en lisant ce qui est marqué sur ses slides.
et qu'on aurait pu lire nous-mêmes en ayant le slide sur notre portable, aucun problème. Donc ça on n'a pas chez nous, mais c'est vrai que parce que les étudiants qui sont chez nous, ils s'adaptent bien de ça, ils préfèrent le plus souvent lire ces documentations. Il suffit de regarder le succès de votre Drive, le partage de Drive, les téléchargements, ça y va. Donc tout le monde télécharge les documents pour avoir ça de côté. Voilà. D'autres questions? Parce que là, on a dépassé un peu le temps, mais... Non, on s'inscrit par contre complètement dans le programme universitaire. C'est justement pour qu'on puisse après avoir l'équivalence, il faut qu'on respecte certaines exigences, excusez-moi, de rectorat par rapport au programme universitaire, le nombre d'heures, les matières qui doivent être enseignées, etc., etc. Je vous donne juste exemple, à partir de l'année précédente, c'est-à-dire au début de l'année 2022, le français, l'anglais était déjà obligatoire pour toutes les spécificités. Le français est devenu aussi, ce qui est pas mal aussi, mais bon, ça pose d'autres problèmes parce qu'on a beaucoup de dyslexiques, dysorthographiques aussi. Et donc, on est obligé de s'adapter à ces exigences de rectorat. Par exemple, le français et l'anglais obligatoire pour tous, c'est-à-dire que même ceux qui suivent un cursus littéraire en français, ils doivent absolument avoir des cours assez approfondis d'anglais, et le contraire, comment dirais-je, les techniciens d'informatique qui auraient plutôt besoin, vont plutôt communiquer en anglais dans leur monde professionnel, ils ont l'obligation d'avoir des cours assez approfondis de français, ce qui n'est pas plus mal, mais voilà. On suit exactement le programme. C'était ça la différence, c'est justement pour s'inscrire complètement dans le monde universitaire, pour avoir une alternative, alternative, j'aime pas le mot, c'est parce que c'est pas le sens correct, une autre possibilité. Pour ceux, il y a parmi les autistes ceux qui vont, la preuve, j'ai fait des études, qui vont supporter les études ordinaires avec plus ou moins de fatigue, ils vont y arriver, mais il y en a ceux qui n'arriveront jamais à cause de l'inadaptabilité. C'est, comme je vous dis, l'exemple par rapport à cet étudiant qui est très sensible à la lumière. Il faut vraiment baisser beaucoup de lumière. Si je baisse comme ça la lumière dans un amphithéâtre de 300 personnes, j'aurai 200 personnes qui vont me dire « mais je ne vois rien ». Donc, c'est possible que dans les petites structures, on travaille par groupe de 5 et donc on peut vraiment s'adapter à tout un chacun. Voilà. D'autres questions, non? Ah, Justine dit que j'ai bien répondu à sa question. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez, je vous envoie dans le commentaire notre site, vous le trouvez facilement partout, on est présent sur beaucoup de réseaux. Ça, c'est le site internet, mais sinon, on est présent sur beaucoup de réseaux, vous pouvez nous suivre. Et aussi participer à des conférences qu'on fait. Les conférences, on a des ASPIConf, il n'y en a que 4 par an, mais qui sont ouverts à tout, en dehors des étudiants de campus. Hein.